Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez maintenant, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Pour ce nouvel épisode, il sera sujet des super miracles des super aliments. Sens-tu déjà poindre l'ironie ? À peine. Tu as compris, c'est loin d'être super. Et il est temps de se mettre les idées au clair concernant les vertus prétendues de toutes les poudres de perlimpinpin à la mode qui fourmillent dans nos magasins bio et dans les bars à jus super à la mode. Donc pour démarrer, ce que j'avais envie un petit peu de remettre dans le contexte, c'est que les super aliments est une pure appellation marketing qui est née aux États-Unis dans les années 70. Ça englobe quoi ? Les fruits, les légumes, des denrées alimentaires, exotiques ou non, des probiotiques, des mixtures, des épices, de produits alimentaires qui seraient super bons pour la santé, qui auraient des effets incroyables sur le corps et des maladies qu'on peut avoir. Je pense que je ne vous surprendrai pas et que vous n'apprendrez rien si je vous dis qu'il y a de plus en plus une explosion de commerces, d'enseignes, de bars à jus, de bars à salade, de cantines, de coffee shops qui écoulent en masse des superfoods, des super salades green et plein de jus détox à 2 pas des autres boutiques traditionnelles, des brasseries frites pour touristes et des burgers. Alors, le but étant de vous vendre une conscience, vous avez l'impression de payer un produit de très bonne qualité pour votre santé, de faire un geste qui va alléger peut-être votre conscience. Ça va aussi alléger votre portefeuille accessoirement de 15 balles pour 3 feuilles de salade. Donc bon, après, est-ce que ces 15 balles se valent ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ça me tient à cœur, vous le sentez ? Disons que ça me fait beaucoup rire, cet effet de mode. Et c'est un peu, par-delà le côté mensonger que ça peut cacher, clairement, c'est pas utile de dépenser autant dans des produits qui n'ont pas forcément les vertus qu'on leur prône. Ce sont toujours des aliments qui sont vendus comme ayant des concentrations hautes en micronutriments, donc qui seraient plus intéressants pour la santé que des aliments dits lambda, sauf qu'en fait, souvent, ils sont consommés en très petite quantité, parce qu'ils sont très chers. Par exemple, les graines de chia. On met en avant leur grande teneur en protéines, facilement assimilables par le corps. Et il est vrai qu'elles contiennent une très grande source de protéines et beaucoup d'autres choses qui sont très bonnes pour la santé. Mais par exemple, à titre d'équivalence, pour avoir autant de protéines que vous en auriez dans 100 g de viande de bœuf, il faudrait manger 150 g de graines de chia. Autant vous dire que si vous essayez, je doute que votre ventre soit content. Nous connaissons les effets sur les intestins et la digestion. Ça pourrait être drôle, mais je déconseille fortement d'essayer. Donc effectivement, oui, ça a une haute teneur en protéines très bien assimilées, mais à moins d'en consommer beaucoup, on ne peut pas remplacer des aliments par d'autres comme si c'était un miracle. Et en plus, au prix que ça coûte, vous risquez d'en avoir cher pour votre portefeuille. Ensuite, concernant toutes les vertus qu'on nous vend dans les magazines, dans les études, pas toujours très scientifiques, toutes ces vertus qui sont mises en avant souvent sont faites sur des souris, très souvent même, ou sur des animaux de laboratoire, mais rarement transposées sur les hommes. Donc en fait, on a certains effets qui sont observés sur des rats, des souris, etc. Mais quid de l'effet sur des êtres humains qui ont quand même pas la même corpulence ? Ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut sortir une étude scientifique et dire il a été observé que le curcuma a des effets peut-être sur nanana, qui a été effectué sur 1000 souris pendant une durée de 3 semaines. Bon, d'accord. Les souris réagissent plutôt bien potentiellement à cet effet-là. Mais est-ce que ce serait pareil pour les hommes ? Rien n'est prouvé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2006, il y a le droit de l'Union européenne qui a légiféré en la matière, qui impose une validation juridique et scientifique de toute, je cite, propriété nutritionnelle particulière. Si jamais un produit est mis en avant comme ayant des vertus particulières pour la santé, ça doit être prouvé derrière scientifiquement et validé par l'Union européenne. Si ça n'est pas le cas, c'est une fraude. Or, aujourd'hui, il y a encore des milliers de sites internet
qui prônent, par exemple, le thé vert comme étant un produit anti-cancer. Et ça n'a jamais été prouvé au niveau scientifique. Jamais. Donc déjà, partez du principe de prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous voyez, parce que la plupart des produits et des allégations santé, c'est du pur marketing. Et en plus de ça, c'est frauduleux puisque ça ne se base sur aucun fondement scientifique. Et pourtant, le droit de l'Union européenne a bien pourtant légiféré depuis 2006 en la matière, mais il y a finalement peu, ou en tout cas pas assez de contrôle à hauteur de tous les pays de l'Union européenne et de toutes les publicités et de tous les sites internet et de toutes les sources qui pullulent de partout pour qu'il y ait une vraie rigueur au niveau de ce qui sort et de ce qui peut être lu par des consommateurs. Par exemple, on sait aussi qu'il y a certains nutriments, super aliments, qui consommés en excès peuvent aussi avoir des effets secondaires et néfastes. Donc en fait, au final, des super aliments qui peuvent être pas mal ou intéressants sur une petite dose peuvent devenir, entre guillemets, dangereux à haute dose. Pourquoi ? Parce que d'une part, on ne connaît pas toujours l'origine de ces produits, que même si on la connaît en théorie, mais rien ne nous prouve que c'est vrai, que si jamais on en consomme de trop, on n'a pas forcément tous le même terrain de santé et de capacité à absorber tous les mêmes nutriments de la même manière. Quelqu'un qui prend une dose X de spiruline par jour versus quelqu'un d'autre, ça n'aura pas les mêmes effets et ça peut avoir finalement des conséquences qui étaient au départ, qui deviennent négatives. Par exemple, la spiruline, justement consommée en excès, ça peut favoriser des cancers du poumon car c'est très 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 chargé en bêta-carotène. Alors c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple la spiruline aussi, si on connaît mal la source et si la source est par exemple sur internet et qu'on ne connaît pas exactement d'où elle provient, qui vous dit qu'elle n'a pas été traitée avec des pesticides, qu'il n'y a pas eu des métaux lourds dedans, que ça n'a pas été mélangé avec d'autres choses ? On ne peut pas savoir. Je peux vous assurer qu'il y a encore malheureusement des déviances dans les approvisionnements alimentaires. Donc pour cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter de plusieurs super aliments vendus comme tels et vous montrer que finalement, il y a des alternatives beaucoup plus simples et beaucoup moins chères et qui ont les mêmes vertus. Un autre exemple donc, les baies de goji. Les baies de goji, ces petits fruits rouges connus pour être super bons pour la vitamine C, pour l'énergie, antioxydants, anticancéreux, enfin en tout cas vendus comme tels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les baies de goji, ça a autant de bonnes vertus au niveau vitaminique et nutritionnel que des fruits rouges locaux, entre guillemets, comme les myrtilles, les canneberges, le cassis, etc. Par contre, donc non seulement ça a les mêmes vertus que des produits moins chers, mais en plus de ça, il y a eu une étude, par exemple, en 2016, qui a été effectuée en Hollande, sur à peu près 30 échantillons de baies de goji différentes. Un de ces échantillons venait de Chine, un du Royaume-Uni, ce qui est absolument impossible parce que le Royaume-Uni ne produit pas de baies de goji, et 18 étaient de sources inconnues. Ils n'ont pas su retracer l'origine. Voilà. Sur les 7 qui étaient vendues comme étant bio, il faut savoir qu'elles étaient toutes contaminées par des pesticides différents et que toutes dépassaient les niveaux légaux de quantité de pesticides à l'intérieur. Donc en fait, en achetant ce genre de super aliments, on prend le risque de consommer plus de produits dont les bienfaits ne sont pas prouvés. Et en plus de ça, on se met potentiellement en danger parce qu'on peut se retrouver avec des aliments bourrés de pesticides et de métaux lourds sans le savoir et sans avoir la certitude qu'ils auront en plus un effet sur la santé suffisant parce que de toute manière, on en consomme de petites quantités parce que au prix que ça coûte, tu te fais pas un bol de baies de goji en dessert, en général. Ça, c'était pour le coût financier de ton portefeuille, mais ça a un coût écologique énorme. Et ça, c'est aussi à prendre en considération pour à peu près tous les super aliments, notamment ceux qui viennent d'autres pays et de pays exotiques, parce que ce genre de mode favorise la déforestation à grande échelle, et ça, c'est dramatique. Pour terminer sur les baies de goji, il y a quelques années, il y a une étude qui a été effectuée à démontrer qu'en réalité, les baies de goji font partie de la famille des Solanacées, qui font partie finalement des petites baies. Vous savez, quand votre maman, vous allez vous balader dans les bois, elle dit non, mange pas les baies, c'est toxique. Ben voilà, c'est ça. Donc, si tu en manges une ou deux ou trois, ça va, mais essaie de t'en manger un bol, tu vas avoir très mal au bide. La famille des Solanacées sont connues pour
aggraver des symptômes chez des personnes qui sont déjà atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite, comme la maladie de Crohn, comme l'allergie au gluten. Et en fait, ce genre d'aliments de la famille des solanacées contient des enzymes qui, sur des terrains déjà allergiques ou un peu sensibles, c'est encore plus mauvais. Et du coup, ça prouve bien quand même que finalement, manger des choses simples et non toxiques et non trop chères, surtout quand on a déjà de base un terrain un peu sensible, c'est peut-être mieux. Pour continuer sur l'étude des baies et autres fruits, des petits fruits rouges, j'ai envie de parler de l'açaï aussi. L'açaï, vendu comme étant super oxydant, qui est mis en ice cream, les açaï bowls, comme on voit à Paris, que tu payes 10 balles pour de la banane congelée mixée avec cette poudre, donc, qui vient du Brésil et qui était là-bas effectivement un produit de base parce qu'ils en consommaient et consomment beaucoup. Alors, ça vient de l'autre bout de la planète, petit 1, donc écologiquement moyen. C'est vendu comme un anti-cancer, sauf que en l'occurrence, les études anti-cancer portant sur l'açaï, qui datent d'ailleurs de 2006, portaient sur les nutriments qui en sont extraits. D'accord ? Or, il y a des nutriments de l'açaï que l'on retrouve dans des produits, des baies tout simplement, des myrtilles, des cassis qu'on retrouve exactement ici aussi et qui ont les mêmes vertus. Donc c'est facile de faire dire à des études ce qu'on a envie de leur dire. Ça intéresse qui ? Les industriels, toujours pareil. Et en 2009, juste pour petite info, le prix de l'açaï a augmenté de 60 fois, après 10 ans d'augmentation permanente. Et avant c'était un aliment de base au Brésil bien sûr, maintenant ça devient un luxe évidemment. Le coût énergétique, n'en parlons pas. Des déforestations, n'en parlons pas non plus, c'est une honte. Et en plus de ça, est-ce que les vertus sont vraiment concrètes ? Eh bien, pour tout vous dire, quand on a le transport de l'açaï, plus sa transformation, son mixage, son broyage ou sa transformation en jus, on perd des vertus. Et par contre, là, sur des études fondées scientifiquement, il y avait exactement la même concentration en vertu de vitamines, etc., dans une bouteille de jus d'açaï que dans un verre de vin rouge. Donc autant vous dire qu'à choisir, si tu veux te taper un bon verre de vin rouge ou une ice cream à l'açaï, écoute, pense à l'écologie et pense à ton porte-monnaie et pense à la soirée que tu passes et tu t'en porteras bien mieux. Donc en fait, finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la réponse, elle ne se trouve pas au bout de la planète et dans des poudres de perlimpinpin, mais elle se trouve quand même de base dans nos potagers et autour de chez nous. Un autre exemple, l'avocat. Je vais me régaler. Me régaler, non pas spécialement avec l'avocat, parce que je déteste ça, mais parce qu'il y a beaucoup à dire et parce que c'est un aliment qui est survendu et surconsommé, je trouve, en ce moment, à Paris et ailleurs, où on voit des avocats au toast à toutes les sauces, partout, tout le temps, pour une blinde. Je suis désolée, mais moi, ça me fend le cœur de voir sur une carte toast à l'avocat à 12 balles. 12 balles pour une tranche de pain et des lamelles d'avocat écrabouillées avec 3 gouttes de citron et une pincée de fleur de sel dessus. Franchement, ça me fait mal au cœur de m'imaginer des gens qui payent 12 balles pour un morceau de pain et un bout de légumes écrabouillé dessus. Vraiment. Déjà, financièrement, je trouve ça inadmissible de payer ce prix. Ensuite, parce que c'est la mode du végétarisme et parce que c'est la mode de l'avocat, à chaque fois que tu as un plat végétarien dans les bars à salade, des trucs comme ça, tu peux être sûr qu'ils mettent de l'avocat dedans. Et ça, c'est pénible. Je déteste l'avocat, donc je me retrouve toujours à me dire « Ah ben non, la salade végétarienne, ben non, il y a de l'avocat dedans. Vous pouvez mettre sans avocat, s'il vous plaît, remplacez par autre chose, parce que oui, non, je n'aime pas l'avocat, désolée de ne pas être comme tous les bobos parisiens. » Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, l'avocat, à moins, vous avez le droit d'aimer ça, hein, je critique pas, c'est très bon pour la santé, ça a des très bons gras, c'est super chouette, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a d'autres sources de bons gras, hein, il n'y a pas que l'avocat, et que l'avocat, c'est responsable quand même d'une déforestation massive en Amérique du Sud. En 30 ans, il faut savoir que les plantations sont passées de 31 000 à 120 000 hectares en 30 ans. Et en 2015, la production d'avocats s'élevait à 1,6 million de tonnes en 2015, ce qui revient à une hausse de plus de 6%
en quelques années. En plus de menacer la flore, parce qu'évidemment ils déforestent massivement toutes les forêts qui étaient là-bas, qu'est-ce qu'il en découle évidemment? C'est une disparition aussi de la faune. Donc les pumas qui vivaient tranquillement dans leur forêt, les oiseaux exotiques, etc., eh bien, disparition d'espèces en plus. Merci les avocats d'eau toast. Et puis, il faut le dire, l'avocat c'est très bon pour la santé, mais c'est quand même assez cher. Et ça fait une trotte pour venir jusqu'en France. Ça demande beaucoup d'eau. Et l'avocat, quand il part de l'autre bout du monde, il a beau être bio, il traverse la terre entière pour venir jusque dans ton assiette, sur ton pain sans gluten, payer une blinde. Voilà, c'était la petite touche humoristique. Un autre exemple, le chou kale. Ah, alors ça, j'ai déjà goûté plusieurs fois, et honnêtement, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce truc. Ça pique, ça gratte, c'est frisé, c'est dur à mâcher, c'est bizarre, ça a une gueule de feuille de salade toute seule, en mode j'ondule et je frise du bout de la feuille. C'est pas super bon, ça coûte super cher. Et on te dit que pour le préparer, il faut d'abord le masser, le malaxer, le badigeonner, bref, le caresser dans le sens du poil avant d'imaginer le mettre en salade. Et ça aurait des vertus super à la mode. Alors c'est une mode qui vient des États-Unis et qui a fait fureur là-bas, et du coup évidemment ça a fini par débarquer chez nous avec vas-y, mange ton kale, mange ton smoothie à la kale avec de la pomme et de la machin, et que tu vas survivre jusqu'à 1000 ans, bien sûr. Pour tout vous dire, n'importe quel chou local est tout aussi bien et tout aussi bon, contiendra au moins autant de vitamines B, C, E, K, de soufre, de fibres, de protéines en faible dose, oui. Mais apparemment, c'est moins in de se faire un smoothie au chou frisé et au chou vert au chou kale. Bon, c'est un choix. Personnellement, je préfère quand même le chou. Et je me faisais la réflexion avec une amie qui se reconnaîtra, c'est qu'un chou lisse, déjà ça coûte pas cher du tout, c'est genre 2 € pièce, c'est super gros, et avec, tu le gardes super longtemps dans ton frigo et tu te fais la masse de salade. Avec, tu le manges pendant 2 semaines, t'en as encore, hein. T'en as beaucoup, il y a plein de feuilles à enlever, et au fur et à mesure, hop, t'enlèves une feuille, ça te fait une mini salade, c'est parfait. Et autant te dire que ça revient quand même moins cher que 15 balles la petite feuille frisée. Mais bon, tout ça pour vous dire que non seulement vous savez pas forcément d'où il vient, le chou kale, mais en plus de ça, eh bien il y a une étude scientifique qui est sortie pour le critiquer un petit peu. Et il s'avérerait que le chou kale aurait peut-être des vertus comme les autres choux, mais il aurait aussi l'inconvénient de fixer un métaux lourd, des infimes quantités de thallium, j'ai retrouvé, donc c'est un métaux lourd. Donc bon, il faut toujours prendre toutes les informations qu'on nous divulgue avec des pincettes. C'est assez pénible, c'est vrai, parce que finalement on se retrouve à devoir tout surveiller, tout contrôler et tout remettre en question tout le temps. Mais d'un autre côté, en se basant rien que sur son portefeuille, si tu élimines tous les super aliments, tu es sûr de ne pas toucher à des sources de pesticides inconnus. Ensuite, j'avais déjà fait un petit peu le tour de toutes les super aliments dont on entend parler, mais il y en a beaucoup plus. Enfin, il y a le lucuma, la poudre de baobab, le cacao cru, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais, que tous ces produits sont mauvais, au contraire, ils sont super bons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des produits tout aussi bénéfiques qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont dans les commerces de proximité, qui poussent dans notre continent et qui n'ont pas fait des milliards de kilomètres pour atterrir dans ton assiette et pour en plus te délester de beaucoup trop d'euros pour le bénéfice douteux que ça peut engendrer, du moins. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, tout ça, c'est du pur marketing et ça date pas d'hier. C'est pas récent cette mode de se servir, on va dire, de vertus miraculeuses pour vous faire acheter des produits. Ça a démarré avec la banane dans les années 1900. Pourquoi ? Pour faire vendre, tout simplement, pour servir l'intérêt financier d'industriels qui voulaient faire fonctionner l'industrie de la banane. Et ça a démarré, oui, effectivement, je ne blague pas, ça a démarré avec la banane. Et finalement, ça a bien marché, puisqu'à un moment donné, la banane était mise en avant comme étant bonne pour lutter contre le cancer, pour lutter contre plein de
plein d'allergies, d'arthrite, d'intolérance au gluten, enfin on a un petit peu tout vu. Et en fait, ça n'a servi les intérêts que des financiers. Alors bon, il sortira toujours des nouvelles modes, il va encore sûrement sortir des nouveaux produits qui seront vendus comme étant miraculeux, que ça soit des futures algues, des futures graines, etc. Mais on a bien vu les résultats que ça a causé dans les pays dont ils sont originaires, comme le quinoa en Amérique latine. Ça a entraîné une hausse, une flambée du prix du quinoa là-bas alors qu'ils se nourrissaient de ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même dramatique quand on en vient à cause des modes et à cause de notre petit narcissisme de consommateur qui croit au miracle et qui se pose pas les bonnes questions. C'est quand même triste d'en arriver là. C'est quand même triste d'en arriver à des effets néfastes et dramatiques pour l'environnement. Je pense qu'il faut garder du recul et qu'il faut chercher les bonnes informations où elles sont et surtout rester simple. Consommer de saison, tous les ingrédients vendus comme étant super et miraculeux ont leur équivalent pas cher et pas forcément moins bon, au contraire. Enfin, je veux dire, pour moi, une myrtille ou une baie de goji, c'est pareil. Un chou vert ou un chou kale, c'est même meilleur qu'un chou kale. Pour la spiruline, il n'y a pas d'intérêt à se supplémenter en permanence de spiruline. Pourquoi pas une petite cure de temps en temps pour se booster la cacahuète, mais enfin, je veux dire, de là à en manger ou à en consommer de manière exagérée, c'est toujours pareil, on prend le risque de ne pas savoir d'où ça vient et de ne pas savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme trace derrière. Parce qu'il faut savoir que dès lors qu'il y a un commerce lucratif à faire, il y a forcément des déviances et des industriels qui seront moins honnêtes et respectueux des législations. Il y a d'ailleurs une très bonne émission de podcast qui est sortie il y a quelques semaines sur justement les dessous de l'agroalimentaire, sur l'émission Grand bien vous fasse. Et c'est affolant parce qu'on se rend compte que même quelqu'un qui a travaillé dans le secteur des lobbyistes, etc., et de l'agroalimentaire, il y a des mensonges énormes. Et au final, des produits vendus comme étant, j'en sais rien, bio ou étant avec telle composante d'ingrédients, bah finalement, si on décortique vraiment la composition, on se retrouve avec des pesticides qui ne sont pas autorisés en France. On se retrouve avec des mélanges d'épices qui viennent de n'importe où. Tiens, encore un exemple, le curcuma, qui est prôné, mis en avant comme ayant des vertus antioxydantes et anticancéreuses. Il faut savoir que les études qui sont sorties sur le curcuma ont été effectuées sur les extraits des nutriments du curcuma, pas sur le curcuma en lui-même. Et pour bénéficier de ces vertus-là, il faudrait en consommer mais des cuillères à soupe. Vous voyez franchement croquer dans les... Enfin, vous tapez des cuillères à soupe de curcuma, je vous laisse, je passe mon tour personnellement. Je vais essayer de chercher du côté des fruits et des légumes normaux, hein, parce que voilà, c'est pareil avec les trucs un peu germés, les machins comme ça, c'est super bon. Je ne dis pas le contraire, c'est très bon pour la santé, mais c'est une question de dose et c'est une question de raison. À partir du moment où vous mangez de tout de manière équilibrée, normalement vous êtes censé manquer de rien. Et à moins que vous ayez une obsession toute particulière pour la poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de raison d'en consommer et de se foutre en l'air son compte en banque pour des produits dont on ne connaît pas toujours l'origine et la composition. Et rappelez-vous, il y a toujours des moyens de manger équilibré et avec toutes les vitamines qu'il faut, sans passer par des super aliments qui sont super miraculeux. Et puis aussi de rester à l'écoute de son corps et d'arrêter de suivre des modes parce que c'est la mode et de revenir à des saveurs simples, de saison et locales. Et déjà là, vous évitez quand même pas mal de risques de contamination, vous évitez pas mal de risques de voyage interplanétaire pour arriver dans ton assiette. Et voilà. Rajouter des super aliments, c'est un peu la même connerie que d'enlever des aliments tout court de son alimentation en se disant que on est peut-être allergique. C'est à peu près la même connerie. Et au final, je suis dans les deux cas assez sceptique. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura un petit peu éclairé sur quelques petits fruits et petites choses super miraculeuses qu'on vous vend en jus à 10 balles au coin de la rue. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Et en attendant, soyez sages un peu et parlez fort surtout, beaucoup.